dernière... Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, on y va. Donc, nous commençons notre dernière table ronde de la journée et de ce colloque. Il s'agit de la didactique plurilingue à tous âges. Et avant de passer la parole à mes collègues, j'ai une petite recommandation donc, à leur faire concernant le débit de parole. Les interprètes nous demandent de parler un petit peu plus lentement, si possible, pour leur laisser le temps de traduire. Et nous profitons de cette occasion pour les remercier, de ce travail. Bravo. Bien, alors, cette table ronde sur la didactique plurilingue à tous âges commence à 17h30 passé au lieu de 17h15. Donc, après concertation avec mes collègues, nous prenons l'initiative de reporter donc d'un quart d'heure la fin de cette table ronde pour que personne ne soit lésé dans son temps de prise de parole. Je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, nous prenons aussi la liberté de prendre 1 minute de plus par présentation pour que chacune de mes collègues puisse en 1 minute brièvement présenter ses objets de recherche, voilà, tout simplement, pour mieux resituer sa communication. Voilà, c'était les deux seules choses que je voulais préciser. Donc, vous allez écouter tout d'abord Sylvie Méron-Minout, qui va vous parler des récits d'étudiants plurilingues à l'égard de leurs expériences scolaires en cours de langues étrangères et leurs intentions quant à une future pratique professionnelle. Puis nous écouterons Viviane Durand-Guerrier sur Viviane qui est là, sur les questions Christine Fourcault qui est là-bas, sur la pensée et l'expression plurilingue en Europe, quelle manière d'être aux langues. Puis Viviane Durand-Guerrier sur les questions de grammaire dans les apprentissages en contexte plurilingue et dans les évaluations internationales, le cas des mathématiques. Pour finir avec Claire-Lise Dautry, qui est là, sur les stratégies d'enseignement d'une langue cible en niveau débutant. Et Claire-Lise Dautry donc, continuera après cette table ronde sur un atelier qu'elle vous propose, un atelier sur les stratégies d'enseignement d'une langue cible en niveau débutant. Ça se passe dans la salle 1-5. Voilà, à cet étage, salle 1-5. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre sur cet atelier particulièrement intéressant. Bien, donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sylvie Méron-Minout, qui prend elle aussi 1 minute pour se présenter aussi. Merci Pascal pour l'introduction. Donc, je m'appelle Sylvie Méron-Minout, je suis française et je vis en Allemagne depuis déjà fort longtemps. Mon domaine de recherche et d'action, c'est la didactique des langues étrangères. J'ai ma HDR en didactique des langues romanes. Et depuis 2021, je dirige le département de français à l'École supérieure de pédagogie de Karlsruhe. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de très concret, puisqu'il s'agit, comme tu l'as présenté aussi, de récits de mes étudiants plurilingues, donc, qui se trouvent en formation initiale, donc qui sont en master, et donc vont devenir des professeurs soit de français, soit d'anglais, ou pour le collège ou pour l'école primaire. Donc, ils vont porter un regard sur leurs expériences scolaires en tant que plurilingues, que personnes plurilingues, et aussi porter un regard prospectif donc, sur leur future pratique d'enseignement des langues étrangères. Je vous présente, voici ici, donc j'ai suivi les consignes de faire la présentation dans une autre langue, donc elle est en anglais, mais je continue de parler en français. Voici mon plan. Je vais vous faire une petite introduction. Bien d'abord, je vais commencer par mon introduction aussi maintenant, à savoir que la présentation d'aujourd'hui donc se veut une continuité ou un
prolongement, on va dire, de mon étude de ma HDR qui a été publiée en 2018 et qui portait sur le plurilinguisme dans l'enseignement des langues étrangères. C'est une étude qualitative et empirique sur les attitudes, mais aussi les discours des enseignants de langues étrangères. Donc à l'époque, je me suis occupée de 12 professeurs de langues étrangères. En Allemagne, donc, il y a les enseignants en Allemagne sont bivalents, minimum bivalents. Donc là, j'ai porté mon attention sur les profs de langues étrangères, voilà, qui soient en combinaison anglais, espagnol, français, italien, etc., etc. Donc je me suis intéressée à leur discours et attitudes face au plurilinguisme individuel de leurs élèves, donc les langues que leurs propres élèves pratiquaient à la maison, et aussi face à leur pratique de classe pour développer le plurilinguisme scolaire. Donc cette idée de didactique aussi du plurilinguisme. Donc pour cela, j'ai réalisé une étude qualitative, exploratoire, et le recueil des données s'est basé sur des entretiens individuels semi-guidés que j'ai retranscrits. Ils ont été ensuite analysés, donc une analyse descriptive puis interprétative qui a permis de mettre en lumière donc ce que les enseignants savaient des biographies langagières et des expériences linguistiques de leurs apprenants, comment ces enseignants thématisaient leur plurilinguisme, donc les langues qu'ils pratiquaient à la maison, et mettaient à profit ou non leurs compétences linguistiques et culturelles, de même que comment ils définissaient leurs pratiques d'enseignement dans le contexte de classes hétérogènes. L'étude, bon, je ne vais pas vous parler de cette étude-là, mais elle a montré, en fait, donc j'ai eu une variété de portraits, autant de portraits évidemment différents que les personnes interrogées, qui ont montré vraiment des pratiques complètement différentes, mais cette étude m'a permis de formuler des réflexions sur la formation universitaire des enseignants qui doivent aussi préparer les étudiants et les stagiaires à la future réalité scolaire, institutionnelle et en rapport avec le plurilinguisme. C'est pour ça, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant moi-même dans la formation de futurs enseignants et là spécialement pour le français langue étrangère, j'ai choisi de me concentrer sur les étudiants plurilingues qui se destinent donc eux-mêmes à l'enseignement de langues étrangères. Je me suis intéressée aux aspects suivants, à savoir quelles expériences les étudiants plurilingues, issus de l'immigration donc, ont-ils faites au cours de leur scolarité, à savoir si leurs langues premières ont été valorisées et prises en compte en tant que potentiel pour l'apprentissage d'autres langues, donc les langues scolaires. Leurs compétences plurilingues ont-elles été utilisées et intégrées dans l'enseignement des langues étrangères? Ont-ils été soutenus dans leur processus d'apprentissage et encouragés à avoir une vision globale de leur répertoire linguistique, préexistant donc déjà là, comme on en a entendu hier, avant de créer une synergie entre les langues apprises et celles à apprendre? Et pour leur formation universitaire, est-ce que ces étudiants donc sont-ils, est-ce qu'ils se sentent, est-ce qu'ils sont sensibilisés ou est-ce qu'ils ont été sensibilisés à ces thèmes au cours de leurs études? Le thème du plurilinguisme joue-t-il un rôle dans le processus et la construction de leur identité professionnelle? Et quelle image professionnelle eux-mêmes ont-ils de leur future pratique? Voici donc un tableau de mes participants. Je vous ai mis donc en fait en jaune le Bade-Wurtemberg et en vert, non, en bleu ciel, donc à l'ouest, donc Bonn aussi, ce sont les partenaires d'interview que j'ai eus. Ce qui est assez intéressant ici, bon, je vais pas, vous pouvez peut-être lire vous-même donc au niveau des combinaisons ce qu'ils sont en train d'apprendre comme études, ce qu'ils font comme études, comment dirais-je, à l'université. Et ce qui est intéressant, c'est de voir donc cette panoplie de langues qu'ils parlent ou qu'ils continuent de parler, qu'ils parlaient au moment de l'interview et qu'ils continuent de parler donc à la maison, entre le farsi, le dari donc pour Shakila, Bouchra le ourdou, Memo l'arabe, Athanasia le grec, Shirin le persan, Kam le roumain et Mira le croate. Voilà, au niveau de ma méthodologie, donc voilà un petit tableau. Donc, alors dans un premier temps, j'ai soumis un questionnaire aux participants, bon, évidemment basé sur du volontariat. Personne n'est obligé de participer à cette petite étude, mais donc j'ai soumis un questionnaire afin de recueillir les biographies linguistiques, les langues familiales et les expériences en tant qu'apprenant de langues étrangères dans le contexte scolaire et universitaire. Et enfin aussi leur répertoire personnel de stratégie d'apprentissage. Ensuite, donc j'ai un entretien ou des entretiens semi-directifs
ont eu lieu en présent, donc ça c'était en 2019, et sinon par Skype au moment du premier lockdown, au cours duquel les étudiants ont pu d'une part réactiver les éléments de souvenirs ciblés de leur enseignement scolaire des langues étrangères, et d'autre part nommer des faits relatifs à leur formation universitaire actuelle, ainsi que des idées sur leur pratique future de l'enseignement. Donc des questions ouvertes ont été formulées, proposées, afin qu'ils puissent s'exprimer le plus naturellement possible et verbaliser leurs réponses avec leurs propres mots, afin de recueillir leurs perceptions subjectives et leurs expériences individuelles sur donc, cette problématique donnée que j'ai mentionnée plus haut. Au premier plan de la méthode donc, se trouve le principe de narration dans un entretien discursif et dialogué. Ensuite, des questions de compréhension et des questions spontanées, des questions ad hoc ont permis de concrétiser et d'approfondir des aspects de cette thématique donc importante. Et la procédure méthodologique que j'ai choisie est exploratoire au sens de la théorie ancrée, car il n'y avait aucune hypothèse préalable, enfin que j'avais définie, ou encore à vérifier. Voilà. Donc, cet échantillon donc, ne se veut pas représentatif, mais à mon sens, donc, il donne, c'est un matériel, ce sont des données qui, assez exemplaires aussi, qui peuvent peut-être initier des études plus approfondies, plus vastes, mais qui sont en tous les cas, ce sont des données absolument pertinentes, et notamment pour moi dans cette formation auprès de mes étudiants. Je passe donc aux narrations des étudiants, donc à la question donc connaissance des langues d'origine par les enseignants. Donc il y a deux tendances majeures que vous pouvez vous imaginer, donc à savoir connaissance des langues d'origine, avec des questions bien ciblées que m'ont rendu les étudiants, comme par exemple de quel pays viens-tu? C'est une question très concrète aussi pour savoir. L'intérêt aussi, une curiosité par exemple par rapport à des aspects nationaux, culturels. Raconte-moi des choses sur la cuisine grecque par exemple, ce que me racontait Athanasia. D'autres sources d'informations aussi pour la connaissance donc, des langues d'origine par les profs, c'était que, en visionnant la liste de classe, de voir ce n'est pas un nom allemand, donc d'où viennent tes parents? Ça, c'était ou encore, quand il y avait le professeur principal, donc les professeurs des autres matières donc, demandaient donc, à d'autres collègues pour se renseigner sur comment dirais-je, voilà, les langues d'origine des élèves. Dans aucune connaissance des langues existantes dans le groupe classe, donc dans cette deuxième tendance, la question du plurilinguisme dans la vie quotidienne n'est pas abordée. Donc Cam disait que la plupart des gens, enfin la plupart des enseignants ne savaient pas du tout qu'elle parlait une autre langue. Trois autres étudiants ont dit qu'il n'y a jamais eu d'intérêt à savoir s'ils parlaient eux-mêmes une autre langue, ou encore à l'école, dit Bouchra, je n'ai jamais eu l'impression que quelqu'un s'intéressait au fait que je parle une deuxième langue étrangère. À la question, les langues d'origine ont-elles été thématisées et utilisées dans l'enseignement des langues étrangères? Donc, la réponse unanime des étudiants était que aucune pertinence, ça n'a joué absolument aucun rôle, à l'exemple de Shakila. Et même en cours de français, donc dit Cam donc, qui parle le roumain, donc ça ne jouait absolument aucun rôle. Cela n'a jamais été thématisé, et cela ne l'a pas été non plus pour mes autres camarades de classe issus de l'immigration, s'accorde à dire 5 étudiants, donc Memo, Bouchra, Athanasia, Shirin et Mira. J'ai posé la question à mes étudiants à savoir, à votre avis, donc, quelles pouvaient être ces raisons de cette non-inclusion, cette absence d'inclusion des langues étrangères ou des langues d'origine que vous parlez vous-même, que vous pratiquez à la maison. Donc, une sorte de dénominateur commun était que ces étudiants possédaient parfaitement ou de façon très performante donc, la langue allemande. Il va falloir conclure, d'accord. Bon, que le cadre institutionnel, il ne reste plus que 2 minutes à peine. Alors, je regarde où est-ce que je... Par rapport à la... Alors, je viens s'il faut conclure, à la sensibilisation et l'importance de la thématique dans les études. Donc, en fait, mes étudiants aussi eux-mêmes n'ont pas été sensibilisés au sujet ou à la problématique du plurilinguisme aussi dans leurs cours, dans leur séminaire, qu'on traitait plutôt l'hétérogénéité dans le sens de l'inclusion,
différents types d'apprenants, mais pas dans l'inclusion des langues, le pluriculturel. Et leurs idées personnelles pour la pratique future de l'enseignement, c'était que intégration des langues d'origine, donc ils le voient comme un grand potentiel d'apprentissage les enfants migrants, donc réfléchir dans l'idée de réfléchir à différents systèmes linguistiques et les comparer, ou considérer la diversité, la multiplicité comme un avantage et une grande force, construire un environnement familier et valorisant dans lequel chaque élève se sent à l'aise, accepter et trouve sa place. Voilà. Je passe donc à ma dernière diapo pour les expériences scolaires des étudiants aussi. Pour résumer, donc, que peu d'enseignants avaient des connaissances des langues d'origine des étudiants et n'étaient pas au fait du potentiel linguistique des personnes interrogées, donc de ces étudiants. Et si malgré tout ils disposaient de ces connaissances, celles-ci n'étaient pas prises en compte et n'étaient absolument pas exploitées. Et lorsque les langues d'origine ont été mentionnées en classe, donc cela n'a été réalisé que ponctuellement, rarement, même plutôt rarement et occasionnellement par des questions de curiosité. Et que les hypothèses ou suppositions des étudiants sur la non prise en compte de leur plurilinguisme concernent d'une part le cadre institutionnel et les thèmes imposés aussi sur le plan de la formation. Donc, dernière diapo, formation universitaire, donc les études n'abordent pas assez tôt le plurilinguisme et les concepts didactiques d'intégration des langues d'origine dans l'enseignement des langues étrangères. Et ces étudiants donc interrogés expriment unanimement le souhait de concevoir un enseignement meilleur, plus adapté, qui favorise l'inclusion pluriculturelle et plus sensible aux langues. Et que ces personnes interrogées se sentent intrinsèquement motivées à prendre en considération les langues d'origine de leurs futurs élèves, à intégrer leurs connaissances, leurs capacités et leurs aptitudes et à les utiliser de manière profitable pour l'apprentissage d'autres langues. Et que la mise à profit de toutes les langues d'origine permet un échange interculturel dans une salle de classe interactive. Voilà, voilà, c'est bon. Je vous remercie de votre attention. J'ai mis une petite bibliographie et voilà, on passe. Alors, merci Sylvie pour cette présentation qui met au jour le plurilinguisme invisibilisé. Alors justement, quelle manière d'être aux langues? Je passe maintenant la parole à Christine Fourcault. Merci, bonjour. Tu veux... Est-ce que tu arrêtes le titre? Il n'est pas arrêté. Ah, excuse-moi. Voilà, bonjour, merci beaucoup. Christine Fourcault, donc rapidement, j'ai un profil franco-allemand. Je suis en poste à l'Université de Reims, en recherche au laboratoire langue, linguistique et parole à Strasbourg. J'enseigne également à Sciences Po. Après avoir fait un petit peu de translatologie chez Arte pour ma thèse d'analyse du discours socio-psycholinguistique, j'ai interrompu mon parcours universitaire par un détachement de 8 années au ministère des Affaires étrangères, puis j'ai réorienté mon profil recherche. Je suis actuellement sur la politique linguistique, l'apprentissage des langues précoces en contexte post-migratoire, les identités, les intégrations européennes. Et je vais vous parler aujourd'hui de politique linguistique européenne, un champ que j'ai exploré à l'exemple de la coopération bilatérale en franco-allemand. Pourquoi? Parce que c'est dans l'espace européen de l'éducation, me semble-t-il, la coopération bilatérale la plus aboutie. Je vais en interroger les prémices je vais en interroger les prémices philosophiques. Mes réflexions viennent ici étayer une étude de terrain de 2 années, réalisée dans les jardins d'enfants bilingues, qui a donné lieu à une publication, celle que vous voyez, avec Matthias Springer, mon collègue de l'Université Maximilian de Munich, ici présent. Voilà, cette étude fait également référence à des enseignements à Sciences Po. Donc je travaille dans une perspective d'apprentissage des langues précoces, de politique linguistique, mais dans une perspective également politologique. La mise en œuvre de la politique linguistique du Conseil de l'Europe peut
tout à fait être peut-être posé comme une évidence politique, mais s'il s'agit d'un acte performatif, comme l'est par exemple cette charte de qualité franco-allemande pour les maternelles bilingues, qui a été ratifiée lors du 50e jubilé du traité de l'Élysée 2013, eh bien cette déclaration d'intention peut tout à fait constituer une prémisse que l'on peut interroger. Pourquoi ? Cette évidence politique, elle peut se déliter. 10 ans après, entend-on, les relations franco-allemandes n'auraient plus le vent en poupe. Donc, que faire avec de telles évidences ? Analyser les effets d'un programme de politique bilatérale suppose de considérer le cadre praxéologique dans lequel sont inscrites les pratiques communicationnelles discursives qui sont constitutives de ce programme d'éveil aux Français. Mais comme l'objet d'étude est quand même plus complexe qu'il n'y paraît, pour faire intervenir les sciences cognitives, il faut tout d'abord en décrire un peu les enjeux d'un point de vue épistémologique. Donc nous avons deux propositions ici, qui semblent de prime abord extrêmement disjointes. Quel lien peut-on faire entre les écoles maternelles et l'unité d'un peuple politique ? Ce serait par la petite enfance qu'on devrait pouvoir y arriver. Nous avons là une idée directrice de la coopération franco-allemande. Mais pourquoi passer par l'enfance ? Pourquoi ? Cet objectif politique, espace européen de l'éducation, unité européenne, peut sembler encore très très éloigné pour des enfants, plus encore. L'Europe, n'est-ce pas quelque chose de complètement extérieur pour eux, de non existant, du point de vue de leur vécu, de leur conscience subjective ? Et comment cette extériorité-là s'impose-t-elle à l'intimité du sujet ? Si notre propos est plurilinguisme et apprentissage précoce des langues, ces notions d'intimité, extériorité, eh bien, j'aimerais les rapprocher, faire une parallèle avec les champs langue, langage, parole. Pour aborder le rapport de l'intimité du sujet à l'acquisition du langage, je partirai d'abord d'une perspective psychanalytique. On pourrait solliciter une anecdote, celle de Michel Léris, le mot écorché. Je ne peux pas aller dans les détails ici, mais j'y reviendrai si vous me posez la question. Michel Léris explique dans son ouvrage Bifure comment l'extériorité du langage s'impose à l'intimité du sujet. Il rend compte de cette expérience de dépossession que fait l'enfant lors de l'intervention de l'adulte. C'est un souvenir d'enfance. Et nous montre comment c'est à l'intersubjectivité du nous que se mesure dans un langage sa valeur de parole. La parole est singulière, le langage est universel. J'aime bien ce néologisme de Lacan, la langue, la collision de ces deux signifiants, la et langue. Comment l'enfant commence-t-il à communiquer, qui commence à communiquer, dit-il, son rapport au monde ? Eh bien, pour Lacan, il s'agit de la langue maternelle qui, par ses modulations, par sa musicalité, le la, nomme les premiers objets du nourrisson. En allemand, Lallen fait partie de l'acquisition du langage naturel, c'est le baby talk. La langue parle une certaine harmonie, une certaine musique. La musique de l'amour, c'est celle des berceuses. Elle reste indomptée par le cadre du langage qui, classiquement, va parler à travers ses lois, règles, limites, donc castration. Mais elle échappe au moins partiellement aux lois du langage. En psychanalyse, on dit que la langue doit rester un objet vocal non identifié. La perspective psychanalytique se double nécessairement d'une perspective phénoménologique. Comment l'enfant passe-t-il de la conscience au langage ? Pour Merleau-Ponty, pensée et expression. Pour Merleau-Ponty, pensée et expression se constituent simultanément. Il parle de transcendance, par laquelle nous, les humains, dépassons notre coexistence au milieu vital. Et cette coexistence, elle devient significative lorsqu'elle élève ce milieu vital au niveau d'une réalité qui est assumée, qui est prise en charge, une sorte d'assomption, dit-il. Et cette prise en charge, c'est ce qui fait de nous des sujets. C'est un renouvellement radical des rapports entre pensée et langage. Le lien
entre conscience et langage est intrinsèque chez Merleau-Ponty. La parole est l'une des modalités de ce dépassement de soi vers l'environnement extérieur. Il nous dit la pensée n'est rien d'extérieur. Elle n'existe pas hors du monde et hors des mots. La parole est un véritable geste. Elle contient son sens comme le geste contient le sien. Ce n'est pas avec des représentations ou avec une pensée que je communique d'abord, mais avec un sujet parlant, avec un certain style d'être et avec le monde qu'il vise. L'orateur ne pense donc pas avant de parler, ni même pendant qu'il parle. Sa parole est sa pensée. La signification dévore les signes. Et jamais la parole ne renvoie à une pure pensée sans parole. Lacan parle aussi de parle-être, un autre néologisme. Revenons maintenant rapidement à l'approche psychanalytique. Pourquoi ? Parce que j'ai là, dans mon étude de terrain, évidemment des exemples probants que je ne pourrais pas vous présenter en détail, mais j'aimerais vous parler rapidement de l'approche freudienne, le Fort-Da. En allemand, le Fort-Da, qu'est-ce que c'est ? Dans l'acquisition du langage se pose une autre question, c'est celle du rapport symbolique à l'objet chez l'enfant. Et c'est un aspect qui a été mis en évidence par Freud avec le Fort-Da. Le Fort-Da, qu'est-ce que c'est ? C'est comment, à l'absence de la mère, l'enfant va substituer l'opposition des signifiants, et c'est le couple Fort-Da, comment le jeune enfant articule ses phonèmes, et comment la présence de ces signifiants lui permet de maîtriser symboliquement l'absence de la mère, de jouer avec elle et de soulager ainsi son angoisse. Il va ainsi rétablir ce qu'on appelle le rapport symbolique à l'objet qui n'est plus là. Et ce sont les phonèmes qui vont faire le lien. La division originaire, celle de l'arrachement à la mère, va être résolue par l'apprentissage du langage dans une langue donnée. D'abord, la langue maternelle. Et ce qui est mis en exergue dans la revue lacanienne par Forget, un pédopsychiatre, le cas par exemple d'une enfant adoptée de 3 ans, dont on se demande si elle est atteinte d'autisme ou d'attrition dans sa langue d'adoption, eh bien ce sont des cas que j'ai pu observer dans mon étude de terrain, que je ne peux pas présenter ici. J'ai eu des cas d'enfants qui illustraient de manière tout à fait idéale cette peur de l'attrition, la perte totale de la langue familiale, et d'enfants qui, par l'éveil au français précoce, ont pu vivre un décentrement qui leur ont permis de reprendre contact avec l'intimité de la langue familiale, avec la langue. Forget nous dit à propos de Sonia, le mutisme de Sonia était à la mesure de la violence que lui faisait vivre son immersion dans une langue distincte de sa langue maternelle. Dans une perspective pragmatique, Émile Benveniste nous dit que la parole est toujours adressée. Ce qui est en jeu, c'est l'intersubjectivité. Nous n'atteignons jamais l'homme séparé du langage. Parler d'instrument pour le langage serait mettre en opposition homme et nature. Or, le langage n'est pas une production. Ce n'est pas une production de l'homme, comme le serait une pioche ou une roue. Il n'est pas second. Il est constitutif de l'homme. D'où le primat du langage. Cette idée heurte bien évidemment la conception classique. Vous vous souvenez de Dieu qui aurait donné la langue à Adam, la langue adamique. Mais comme Benveniste, nous considérons ici que, je considère que l'idée d'un état de nature où l'homme vivrait séparé du langage est une abstraction pure, une abstraction absolument indue. L'homme est toujours déjà parlant à notre homme. Le langage est dans la nature de l'homme. Revenons à notre charte de qualité franco-allemande et à notre question de départ pour les maternelles bilingues. Encore 6 minutes. Il y a un questionnement initial. Voici donc les 3 questions qui nous ont été posées de façon récurrente. Les interrogations et les craintes des parents étaient de 3 ordres. 1. Les enfants allophones ne devraient-ils pas d'abord se concentrer sur... 5. Les enfants allophones ne devraient-ils pas d'abord se concentrer sur l'avantage de leur langue de scolarisation
avant d'entrer en contact avec une autre langue européenne, l'allemand ou le français. Entre seuils minimaux de compétences et interdépendance développementale, ne sont-ils pas submergés par l'acquisition d'une troisième, d'une quatrième langue? Et enfin, le plurilinguisme n'a-t-il pas une influence négative sur le développement linguistique, cognitif et social? Alors, il convient là de distinguer, je reviendrai tout à l'heure. Ce qui est important là, ce sont trois choses. Le plurilinguisme n'est-il pas révélateur du fantasme de l'origine? Louis Khira, praticien en psychiatrie clinique et lacanien, attire notre attention sur ce qu'il décrit comme étant pour lui l'enjeu majeur. L'enjeu majeur serait de rendre compte du caractère polyglotte de l'inconscient. Les enfants dont les parents manient une ou plusieurs langues étrangères, qui sont confrontés à l'unheimlich, de la langue française à l'école, font émerger simplement ce fantasme de l'origine, auquel nous sommes, mais qui est présent en chacun de nous. Et pose la question, ne serions-nous pas nous-mêmes leurrés par notre propre fantasme de l'origine? Comment transporter maintenant cette réalité psychanalytique à une situation socio-éducative? Je suis à 13 minutes. Je conclus. Si je reviens à l'intitulé de mon intervention, Pensée et expression plurilingue en Europe, quelle manière d'être trop longue? Je posais la question, l'Europe peut-il être un acte de fabulation collective pour les tout-petits? Sur le plan philosophique, il s'agit de savoir comment faire de l'un ou du commun à partir de cette diversité. Pour le philosophe Philippe Mingue, qui se réfère à Paul Ricoeur, l'identité est avant tout une ipséité, c'est celle d'un sujet qui se réfléchit quand il dit « moi-même ». Et on parle là d'ipséité narrative, de fabulation historique et politique. Et la question est de savoir qu'est-ce qui peut lier aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait lier aujourd'hui les Européens pour en faire un peuple politique et comment ça peut fonctionner en contexte post-migratoire. Deux citations pour terminer, peut-être je conclurai en disant que sensibiliser les enfants à l'arbitrarité du signe, stimuler leur conscience métalinguistique, structurer leur recherche du rapport symbolique à l'objet entre singularité et universalité, les émanciper de l'illusion qui aurait salut que dans la langue parfaite, la langue unique du monolinguisme, tout ça c'est très louable. Mais qu'est-ce qui est surtout urgent? Ce qui est urgent, c'est que les enfants deviennent protagonistes d'un récit européen, d'une ipséité narrative réancrée dans l'espace et le temps. Topos et Chronos Kairos, Aion. Je citerai Luc van Middelaar, écrivain et philosophe néerlandais qui était membre du cabinet du président du Conseil européen, Van Rompuy, jusqu'en 2014, parce qu'il nous dit « Le récit, cette ancestrale et magistrale forme qui permet de lier passé, présent et avenir dans un temps qui fait sens. 25 siècles séparent la construction du Parthénon à Athènes et l'adoption de la loi des 12 tables dans la République romaine de notre époque ouverte. Il y a là, pour nous, Français, Hollandais, Allemands, Italiens et autres Européens, la matière dans laquelle forger un imaginaire et porter un récit qui nous permettra d'avancer avec confiance sur notre bout d'Eurasie entre nos amis, voisins, rivaux, dans le grand théâtre de l'histoire. Merci Christine pour cette présentation. Donc, joli néologisme, parole-être, qui parle bien de ce rapport au monde, rapport aux langues. Alors, que devient cette parole-être en mathématiques, en contexte plurilingue? C'est Viviane Durand-Guerrier qui va répondre à cette question. Donc, la parole est à Viviane Durand-Guerrier.
Ok. Oui, bonjour. Viviane Durand-Guerrier. Alors, moi, je suis professeure émérite à l'Université de Montpellier et je suis chercheur en didactique des mathématiques. Et je remercie les organisateurs d'avoir accepté ma communication. Alors, pourquoi je suis là? En fait, dans mes travaux, je m'intéresse depuis très longtemps aux relations entre la logique, le langage, le raisonnement, la démonstration, l'argumentation et la preuve, et en particulier à la question du plurilinguisme dans l'espace mathématique francophone. Qu'est-ce que c'est que cet espace? Eh bien, c'est l'ensemble des pays et territoires où les mathématiques sont, au moins pour partie, enseignées en français. Alors, non, comment on fait? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de lexique dans les journées, mais pour ce qui concerne les mathématiques, au-delà des questions de lexique, qui sont bien réelles en mathématiques, comme nous l'a montré par exemple Mariama dans la conférence de début de session, en fait, nous nous intéressons dans cette présentation aux questions de grammaire, notamment ici, aujourd'hui, pour ce qui concerne les relations binaires, l'opérateur de négation et la complexité syntaxique de certains énoncés de problèmes. Okay. Donc, je vais d'abord commencer par un exemple. Moi, en didactique des maths, on commence traditionnellement par un exemple. En géométrie plane, proposé à des lycéens tunisiens, et puis, dans le temps qui me restera, peut-être un peu court, j'essaierai d'aller vers les évaluations. Alors, une activité qui a été proposée à des élèves de première année secondaire en Tunisie. Il faut savoir, peut-être que vous ne le savez pas tous, qu'en Tunisie, les mathématiques sont enseignées en arabe depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 15 ans dans ce qui s'appelle l'école de base. Puis, elles sont enseignées en français au lycée, au secondaire, à partir de la première année secondaire. Et au moment où Ahmed Benkilani a conduit sa thèse, qu'il a soutenue en 2005, eh bien, il n'y avait aucune prise en charge de ce changement de langue dans les enseignements mathématiques, et son travail a montré que c'était problématique. Alors, je vous montre ce petit exercice, c'est une des activités qui étaient données. Donc, vous voyez, vous avez 2 quadrilatères, donc 2 polygones à 4 côtés. Alors, les diagonales ont été tracées, on peut un peu éventuellement oublier les diagonales ici. Et vous voyez qu'il y a une première figure où les mesures des 4 côtés sont toutes différentes, et puis à côté, la figure de ce que l'on appelle en mathématiques un cerf-volant avec 2 paires de 2 côtés consécutifs égaux. Alors, avant d'arriver à ce type de questions, on peut déjà se demander qu'est-ce que ça veut dire dessiner un quadrilatère dont les côtés ne sont pas égaux 2 à 2. Si on avait plus de temps, je vous demanderais de le faire et nous pourrions comparer ce que vous auriez fait. Alors, on peut essayer de reformuler ça. Que veut dire cette phrase? Elle veut dire, a priori, il est faux que les côtés soient 2 à 2 égaux. Et on a là une relation binaire sous-jacente qui est être égal à, qui dans ce contexte peut se reformuler en avoir la même longueur que. Et puis, vous pouvez associer à cette phrase négative une phrase affirmative, dessiner un quadrilatère dont les côtés sont égaux 2 à 2, et on pourrait dire, on peut commencer par ça dans l'activité avec des élèves. Ce qui est important de voir, c'est que même dans la phrase affirmative, il y a 2 interprétations possibles en contexte scolaire. Première interprétation possible. Chaque fois que l'on considère 2 côtés, ils sont égaux. Ce que j'ai formalisé, on n'est pas obligé d'insister sur la formalisation logique, mais ça se formalise comme ça, et pas seulement dans le cas des quadrilatères. Et maintenant, tous les losanges, dont les carrés, qui sont des losanges particuliers, et seuls les losanges répondent à la question. Ça, c'est un résultat mathématique. Il y a une deuxième interprétation de cette phrase, c'est chaque fois que l'on considère un côté, on peut trouver un deuxième côté qui est égal au côté initial. C'était le cas du cerf-volant de tout à l'heure. Les quadrilatères qui satisfont la propriété, dans le cas de la première interprétation, la satisfont aussi dans la seconde, mais ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Voilà, donc conviennent les losanges, bien sûr, tous les parallélogrammes, tous les trapèzes isocèles, qui sont des figures qui ont 2 côtés opposés de même longueur, et puis les cerfs-volants, qui ont 2 paires de côtés consécutifs de même longueur,
Il y en a beaucoup d'autres qui répondent à cette question, donc des possibilités de dessin très importantes. Alors, si on retourne à la consigne initiale, maintenant on voit qu'on a déjà deux interprétations, il faut les nier, et bien sûr c'est pour ça que c'est important d'avoir l'interprétation de la phrase affirmative. Les quadrilatères qui conviennent sont exactement ceux tels qu'il existe au moins deux côtés de longueur différente. Eh bien, ce sont tous les quadrilatères qui ne sont pas des losanges. Je vous passe les exemples, vous pourrez réfléchir à tête reposée à cette question. Si vous prenez la négation de l'interprétation 2, ça veut dire qu'on peut trouver au moins un côté qui ne soit égal à aucun autre. Les quadrilatères qui conviennent sont ceux tels qu'il existe, au moins un côté qui n'a pas la même mesure. Donc les trapèzes, les quadrilatères qui ont des mesures différentes. Bien sûr, les parallélogrammes et les cerfs-volants ne conviennent pas. Autrement dit, si je reviens à ma figure, la première figure convient. Vous pouvez prendre n'importe lequel de ces quatre côtés, il n'y a pas un autre côté qui a la même longueur. Mais par contre, la figure 2 ne convient pas, puisque chaque fois que vous prenez un côté, il y en a au moins un, il y en a même exactement un. Donc il y a une complexité inhérente à cette tâche qui avait été proposée justement pour regarder comment les élèves interprétaient ce type de phrase. Alors donc, ces élèves tunisiens, ils travaillent, ils sont en binôme, et après il y a des entretiens avec le chercheur. Je vous donne que quelques petits éléments. Les élèves, ils discutent, et quand ils discutent en arabe. Évidemment, ils ont appris les maths en arabe, on est au tout début de l'enseignement secondaire. Et donc, le type d'argument, seule la figure 1 convient car tous les côtés sont différents, les quatre côtés sont différents, aucun côté n'est égal à l'autre, et cette phrase étant dite en arabe, ou bien la figure 2 ne convient pas car il existe des côtés qui sont égaux. Et puis aussi, la phrase peut avoir deux significations, disent certains élèves. Il est faux que tous les côtés soient égaux. Ils le disent en arabe en mettant kolou, la particule de négation, en tête de phrase. Mais ça pourrait vouloir dire aussi tous les côtés sont non égaux. Et ça, c'est ce qu'on obtient si, au lieu de mettre kolou en tête de phrase, on le met à l'intérieur de la phrase. Et à ce moment-là, évidemment, les deux phrases n'ont pas la même signification. Alors vous allez me dire, peut-être que c'est un exemple absolument isolé. Eh bien, pas du tout, on va le voir. Alors, donc, on a des questions grammaticales sur ces fameuses relations binaires, mais je pense que je peux assez rapidement passer cette diapositive, mais quand même, plusieurs manières d'interpréter. Tous les côtés ne sont pas égaux, les côtés ne sont pas tous égaux, tous les côtés sont non égaux, et quelle interprétation vous donnez à ces phrases? Concrètement, si je vous demande de dessiner une figure, vous êtes bien obligé d'interpréter, sinon vous ne pouvez pas dessiner. Alors, cette ambiguïté sémantique, pour reprendre un peu le vocabulaire de Catherine Fuchs, elle est inhérente aux relations binaires. Et en fait, choisir une formalisation de l'énoncé, je n'ai pas insisté là-dessus, mais choisir une formalisation de l'énoncé, une forme syntaxique, revient à choisir une interprétation. Ce sont les liens entre la syntaxe et la sémantique. La formalisation logique, elle permet de lever les ambiguïtés. Mais après, il n'y a pas que la syntaxe et la sémantique, parce qu'il y a aussi la pragmatique, plusieurs d'entre vous en ont parlé. L'interprétation correcte, elle relève de la dimension pragmatique. Elle met en jeu le contexte mathématique, les connaissances du sujet relativement à ce contexte, la présence ou non d'un milieu qui fournit des rétroactions, la possibilité ou non de se procurer des informations pertinentes, etc. Et ce n'est pas spécial à la géométrie. Il se trouve qu'en mathématiques, en mathématiques, ce domaine dont on pense toujours qu'il est univoque, eh bien, cette expression 2 à 2, elle est employée très régulièrement en mathématiques avec les deux interprétations que je vous ai mentionnées. Les faces d'un polyèdre régulier sont 2 à 2 superposables. Chaque fois que j'en prends 2, elles sont superposables. Mais un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles 2 à 2. Ça, c'est la deuxième interprétation. Des triangles sont semblables si et seulement si les angles correspondants sont congrus, c'est-à-dire ont la même mesure 2 à 2, à nouveau l'interprétation 2. Et un peu plus avancé dans les mathématiques, une partition d'un ensemble est un ensemble de parties non vides, 2 à 2 disjointes, dont la réunion est égale à E, et c'est l'interprétation E. Chaque fois que je prends deux parties, elles n'ont aucun élément commun. Donc vous voyez que même en mathématiques, et j'aurais pu vous donner plus d'exemples, y compris dans les mathématiques avancées, et ces difficultés sont très importantes. Donc on a des ambiguïtés sémantiques, même dans la classe de mathématiques. Mais ce n'est pas tout, parce qu'à cette ambiguïté sémantique va se rajouter une ambiguïté qui est inhérente à la négation en français. Comment vous interprétez les phrases « tous les côtés ne sont pas égaux ». La norme linguistique vous dit, ça veut dire « il est faux que tous les côtés sont égaux ».
Si vous faites une formation logique, vous tombez sur tous les côtés sont non égaux, qui n'a pas du tout la même signification. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est très général, mais je vais sauter cette diapositive pour aller à mes deux exemples qui montrent la dimension entre la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Voilà deux exemples authentiques, peut-être vous les avez déjà rencontrés. Vous êtes dans un magasin, dans ce rayon, tous les articles ne sont pas soldés. Un client demande, pouvez-vous me dire quels sont les articles qui sont soldés? Norme linguistique. Mais voyons monsieur aucun, comme indiqué sur l'affiche. 2 jours après, l'annonce a été modifiée. Et aussi à Lyon, dans un hiver très rude, une annonce des transports en commun lyonnais. Aujourd'hui, tous les bus ne circulent pas. Quelques heures plus tard, modification de l'annonce. Aujourd'hui, aucun bus ne circule. Ce n'est pas parce que la règle a changé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont téléphoné. Voilà. Maintenant, notre belle langue française, avec la négation, elle a un drôle de comportement. Regardez cet exemple. Vous dites, tous les diviseurs de 12 sont des nombres pairs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8. Bon, c'est pas vrai. 3, c'est un diviseur de 12, et 3, c'est un nombre impair. Mais puisque cette phrase est fausse, sa négation est vraie. Donc tous les diviseurs de 12 ne sont pas pairs. Norme linguistique française, cette phrase est vraie. Ah ouais, mais attendez, ne pas être pair, c'est la même chose que être impair pour les nombres entiers. Alors je remplace ne pas être impair par être impair. Les deux propriétés sont satisfaites par les mêmes éléments, et je trouve une nouvelle phrase. Tous les diviseurs de 12 sont impairs, qui à nouveau est fausse et qui n'est donc pas la négation de la première. Alors vous comprenez que, évidemment, les difficultés qu'on a perçues chez nos élèves tunisiens, pour qui la construction de la négation en français, justement, quand on met la négation à l'intérieur, ça veut dire aucun, évidemment, ça renforce ces difficultés-là par rapport à la norme. Oui, alors, j'aurai pas le temps vraiment d'aller dans les évaluations, ça fait rien, je vais passer les diapositives, mais juste pour dire quand même que ces difficultés grammaticales, on va les retrouver dans les évaluations, c'est-à-dire elles sont très souvent sous-estimées dans les évaluations, nationales d'une part et internationales quand il faut traduire depuis les langues sources. PISA, par exemple, la langue source, c'est soit le français, soit l'anglais, et puis vous traduisez ça dans les autres pays. Et quand vous regardez un peu ce qui se raconte, eh bien vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien sur la grammaire. Alors j'avais un exemple, mais je vais le passer, mais quand même juste pour que vous ayez une idée. Voilà des phrases. Alors je vais peut-être prendre l'autre phrase. Voilà, donc voilà. Le prix total du transport par bateau est de 420 € par container. Et puis le prix du transport par camion est de 8 € par colis. Donc vous avez 4 fois en 2 phrases la proposition par, avec 2 fois 2 significations différentes. Donc il y a une polysémie très importante. On peut se demander comment déjà des élèves natifs francophones peuvent se débrouiller avec ça. Imaginez quand ils sont en train de traduire avant de pouvoir répondre. On a quelques résultats avec des enfants gitans dans un travail que j'ai fait dans le cadre d'un séminaire porté par Nathalie Auger et Jérémy Sauvage. Voilà. Alors, je vais maintenant, juste très vite... Alors, je conclus. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a besoin d'identifier ces difficultés grammaticales dans les énoncés mathématiques, dans les énoncés de problèmes, parce que ceci peut faire obstacle à la compréhension mathématique, et on va dire que les élèves ne maîtrisent pas les connaissances mathématiques, alors que peut-être ce sont les raisons, les questions langagères qui ont été sur l'obstacle. Et bien sûr, il n'y a pas vraiment de travaux là-dessus en didactique des mathématiques. Enfin, on commence quand même à avoir, mais sur la grammaire, pas beaucoup. Et bien sûr, on aura besoin de collaboration entre les chercheurs en didactique des mathématiques et les chercheurs et chercheuses en didactique des langues pour aborder avec efficacité ce problème. Et donc, c'est aussi une de mes raisons d'être parmi vous aujourd'hui, c'est de dire, voilà, je suis intéressée pour des collaborations avec des chercheurs et des chercheuses en didactique des langues. Merci pour votre attention. Merci Viviane pour cet appel à la collaboration interdisciplinaire. Merci aussi pour avoir mis au jour les ambiguïtés en mathématiques. Ce n'est pas assez souvent fait. La parole est à Claire-Lise Dautry, donc sur les stratégies d'enseignement d'une langue cible en niveau débutant, et ce sera la dernière communication. Oui, ça sera la toute dernière.
Et je commence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé mes plans. Et je vais vous raconter une histoire, des histoires. Je ne vous cache pas. Je suis la dernière des dernières dans cette journée, ces journées qui ont été particulièrement denses, intenses. Et je ne vous cache pas que je me fais un peu de soucis pour vos capacités cognitives et tout simplement pour votre qualité d'attention à 18h20 à l'issue de la 3e et dernière journée. Et donc j'ai changé mon projet, mon plan, et je vais vous raconter une histoire. Des histoires. Imaginez que, comme Cadix est un port, vous vous retrouvez dans un autre port, très lointain, qui est une ville traversée par des tas d'histoires, une ville qui a été française d'ailleurs pendant plus de 100 ans, entre 1848 et 1949. Cette ville, c'est Shanghai, une ville formidable. J'arrive... Ah pardon, j'ai oublié de me présenter. Alors, Shanghai me fait penser à cette présentation. J'ai fait ma thèse sur une étude de cas, disons, à l'époque où j'étais responsable de formation d'une équipe pédagogique, et je crois que ce qui fait la colonne vertébrale de mon parcours, j'aime beaucoup cette idée de parcours, de chemin, comme l'a dit Maud tout à l'heure, c'est l'aller-retour, recherche, terrain, recherche, et je milite pour une relation non verticale entre ces deux pôles. Cette relation verticale, c'est à mon avis une faiblesse de l'université française en général, et française en particulier. Ça ne marche pas comme ça, c'est plutôt vertical. Donc, à l'issue d'un certain parcours en France, je suis partie en Chine, à Shanghai, et à Shanghai, je trouve une équipe pédagogique franco-chinoise, évidemment. Disons qu'il y avait 60 profs chinois, de tous les âges, de toutes les formations, de tous les parcours, des gens qui parlaient très bien, qui avaient été formés, d'autres qui avaient été formés à des méthodologies, à des approches qui ne sont pas les nôtres, d'autres qui parlaient mal français, mais qui étaient là pour des raisons politiques, enfin tout ce qu'on connaît quand on travaille à l'étranger pour le ministère. Et je trouve aussi quelques Français, j'avais embarqué ou essayé d'embarquer quelques jeunes Français de ma période universitaire et des formations aussi professionnalisantes de l'Alliance française de Paris. Là, je trouve une équipe qui me dit: on est obligé de mettre des profs de chinois avec les étudiants débutants. C'est pas possible autrement. Je dis: comment ça, c'est pas possible? Ça fait à peu près 20 ans que non seulement j'enseigne à faire du français en français avec les débutants, que je l'enseigne, que je le théorise, que je le montre, que je le pratique. Ils me disent: non, 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 c'est pas possible. Comment tu veux expliquer, comment vous voulez expliquer la grammaire française à des étudiants débutants? À quoi je réponds: mais est-ce qu'on a besoin de faire de la grammaire explicite, du métalangage, avec des étudiants qui, de toute façon, vont tout à fait comprendre qu'on parle de notions essentielles, type le pluriel, type l'accompli, type le futur? Bon, c'est pas du tout un souci. Mais, me disent-ils, il y a eu énormément de résistance, il y a eu beaucoup de questionnements, évidemment, autour de ça. Ils me disent: on est obligé de passer par la traduction. Et là, je dis: écoutez les gars, enfin je ne dis pas tout à fait ça, mais je dis: camarades, ça ne marche pas comme ça, enfin ça peut marcher autrement, et j'explique que l'approche dite traditionnelle, les mots disent ce qu'ils disent, c'est-à-dire l'approche grammaire-traduction, a disparu en France. Je pèse mes mots, même si vous êtes fatigués, vous allez l'entendre, c'était 1901. C'est daté de façon très très précise. Je vous renvoie à Christian Puren, P-U-R-E-N, qui a écrit un bouquin qui fait autorité en la matière, qui s'appelle « Histoire des méthodologies » chez Hachette. Bon, puis il y en a plein d'autres, mais celui-là fait autorité. Et pourquoi ça a disparu à ce moment-là? Donc, dans l'histoire, grammaire-traduction, c'est l'époque, je vous le rappelle, avant de passer bien entendu dans l'histoire, enfin dans la diachronie aux prochaines approches, c'est l'histoire où l'Europe entière communiquait à l'écrit en français. À l'écrit. Voltaire écrivait au roi de Prusse et inversement en français. Et puis ça, pourquoi ça s'arrête en 1900? Parce que, évidemment, l'école républicaine comprend que la France est en expansion
Et que dans ce qu'on appelle à ce moment-là, évidemment, les colonies, on a besoin d'enseigner plutôt vite et plutôt bien le français. Alors, je passe sur toutes les relations entre les langues locales et le français. Ça a été longuement traité. J'avais prévu de le faire, mais ça ne me concerne pas. Ce qui est intéressant pour nous, très intéressant, c'est de comprendre, vous voyez comme l'attention change dès que je fais silence. Nous, les profs, on parle toujours trop. Quel bonheur, le silence. Quel repos. Bref. Tout change à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on va passer dans une approche dite directe, référentielle. On l'a vu ce matin avec le collègue qui parlait de, vous savez, la slide sur la cuisine, où on mettait les mots sur les objets. C'est l'époque où le maître est au centre de la classe avec sa grande longue baguette et qu'il pointe la réalité descriptive. Donc c'est un monde extrêmement limité. Vous pouvez dire ceci est ceci est une gomme, ceci est un stylo ou des lunettes. C'est l'époque où on avait à la ferme, à l'usine, à l'école, peut-être vous avez des souvenirs de ça. Bon. Quand on est de la vieille génération, mais je ne suis pas si vieille quand même, on a vu ce genre de tableaux de façon un peu dans les archives, mais on les a vus. Donc il y a une véritable limitation, mais il y a en même temps une véritable révolution, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement des langues, donc 1901, l'époque de l'expansion coloniale, on va enseigner le français en français et l'espagnol en espagnol. C'est réellement révolutionnaire. On ne passe plus par la traduction. On ne passe plus par la belle langue écrite. On parle et on désigne, on nomme. Je vais très vite. Bien sûr, il y a des passages. Et puis va arriver la Deuxième Guerre. Je passe sur toutes ces années. Et la Deuxième Guerre, évidemment, les Américains vont envoyer des soldats sur les terrains de combat et ils se rendent compte qu'ils ont besoin que ces gens, ces soldats, ces militaires communiquent un minimum avec les populations locales. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle véritablement la méthode de l'armée. Ça s'appelle comme ça. Et à ce moment-là, on met en place ce qu'on a appelé d'abord l'approche audio-orale et puis ce terme barbare qui est le SGAV, l'approche structuro-globale audiovisuelle. Alors structurale aussi parce que ça s'appuyait sur une vraie légitimité, ça aussi pour la toute première fois, qui était bien entendu le structuralisme. Une vraie légitimité scientifique, si vous voulez, linguistique. Nous, les Européens, on a récupéré le SGAV comme le jazz et le chewing-gum dans les bagages des Américains. C'était le même combat, quoi. Ça faisait partie de la modernité. Je passe, parce que là aussi, ce n'est pas mon propos, mais ce qui m'intéresse, c'est le saut de 30 ans plus tard, post-68, post-réflexion sur enseigner autrement, apprendre autrement, se rencontrer autrement, avoir une parole authentique, et on va arriver aux approches dites communicatives. Ces approches communicatives, c'est en gros, évidemment c'est lié à l'émergence de l'Europe et du Conseil de l'Europe, 76, le cadre c'est 76, la première méthode absolument remarquable, plutôt l'ensemble, c'est Archipel, à Courtillon, on en a parlé avec Noël l'autre jour je crois. Et puis dans les années 2000, on est passé aux approches actionnelles, et c'est le terme qui m'intéresse. Je m'arrête une minute sur actionnel. Alors, pourquoi actionnel? Parce qu'il est maintenant, il n'est plus question, et là je m'adresse à tous les profs qui ont été dans cette classe à un moment de leur vie, même si on ne l'est plus, on l'a été, et je crois que c'est important qu'on se souvienne de tout ça. Moi je dis toujours, quand j'ai des gens en formation, je dis, mais vous n'enseignez pas le français. Vous n'enseignez pas le français. Vous enseignez à faire des choses en français. Pas du tout pareil. Et je dis même, vous n'enseignez pas à faire des choses en français. Vous aidez à faire des choses en français. Vous créez les conditions pour que l'autre fasse des choses en français. Alors, quelle chose? Tout le monde le sait, évidemment. Par exemple, commander un repas. Par exemple, se repérer dans l'espace, ce qui est particulièrement difficile pour moi à Cadix. Je n'arrête pas de errer. Et j'en profite pour dire un point important, c'est que quand on est en situation d'apprendre une langue, mais ça c'est un scandale qu'on devrait dénoncer absolument partout. Quand vous êtes en situation d'enseigner la langue, à vous de faire en sorte de répondre à des questions, mais pas de poser des questions. Ici, moi, je passe mon temps à poser des questions.
en situation authentique, en situation d'apprentissage, vous cherchez et donc vous posez les questions. Il faut vous débrouiller, il y a plein de stratégies, je pourrais vous en donner quelques-unes. L'idée, c'est que vous créez ce qu'il faut, c'est des dispositifs, mais ce n'est pas mystérieux, pour être en situation de répondre à des besoins. Voilà, le mot-clé, c'est ce mot de besoin. En d'autres termes, vous travaillez sur des compétences, vous travaillez sur des capacités. C'est ça qui est important. Si on parle d'objectifs pragmatiques, ce n'est pas par hasard. On a eu Aphrodite hier. Quand on est linguiste, on est obligatoirement helléniste d'une certaine façon. Je vous rappelle que pragma, en grec, ça veut dire faire. Praxis égale action. Si vous avez eu des activités politiques, vous savez très bien que la praxis politique, c'est passer à l'action. Ça pose tout un tas de questions. Par exemple, la grammaire. C'est passionnant, l'histoire de la grammaire. Et combien de fois on a tous raté des activités parce qu'on n'a pas compris ce que le prof attendait. On a tous vécu cette expérience épouvantable, des fois des examens même. C'était ça qu'il voulait. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire faire une grammaire du sens ? Qu'est-ce que ça veut dire faire une grammaire inductive, sans métalangage ? C'est parfaitement possible. Vous donnez des corpus, et sur ces corpus, vous allez faire apparaître, grâce à des outils cognitifs bien pensés, des régularités. Et c'est le groupe, dans les mots du groupe, qui va donner la règle de classe. Et cette règle de classe, elle est évidemment incomplète. Elle est évidemment provisoire. Elle est spiralaire. C'est pas grave. Vous n'allez pas traiter la totalité d'un point. Et de toute façon, ça s'arrête où, le point grammatical ? Donc, ce qui est important, c'est que c'est là, à mon sens, le vrai renversement de perspective des approches actionnelles. C'est-à-dire que l'apprenant, il est en situation de réfléchir, de systématiser, de conceptualiser. Le terme clé, c'est conceptualiser. Et lui, l'apprenant, il va renverser les choses. Au lieu d'être en situation de copier l'autre, il va être en situation de déduire une règle, c'est Bachelard, c'est pas moi, hein, c'est une démarche scientifique, du particulier, ce qu'on vient de voir dans le document authentique ou dans une situation de communication, du particulier vers le général. La règle, au lieu d'être imposée par le manuel ou le prof ou qui vous voudrez, elle va sortir du groupe. Pas magiquement, évidemment, pas magiquement. Donc, les approches contemporaines, elles travaillent à partir du réel. Je passe sur le document authentique, ce que les méthodologues appellent la quincaillerie pédagogique. Je suppose que tout le monde le connaît. Ce qui est important, c'est que l'enseignant actionnel maîtrise un certain nombre de compétences. Et ces compétences, c'est évidemment la capacité à exploiter des documents authentiques. Je vous rappelle qu'un document authentique, c'est ce qui fait unité de sens. C'est ça qui compte. Je pourrais aussi parler des simulations globales qui sont absolument passionnantes et extrêmement efficaces. Il va falloir penser à une chute à cette belle histoire. Oui, je sais, j'ai 2 minutes. Ce qui est important, en tout cas, c'est que le prof, il est capable d'être non pas devant le groupe comme un modèle, mais derrière pour lui permettre de faire. Il permet, il encourage, il accompagne, il aide à faire. Ce qui est important, c'est sa rigueur dans la gestion de tout. Et dans le temps, dans l'espace, dans la capacité à mettre en voix, à murmurer, à se taire. Bref, à créer les bonnes conditions d'apprentissage, à travailler au chronomètre. Ce qui est important, c'est de dire qu'il n'y a pas de magie, et c'est ma conclusion. Il n'y a pas de bons et de mauvais profs. Il y a une réflexion sur soi-même, qui je suis devant l'autre. C'est tout, c'est Socrate, mais on n'a pas fait tellement mieux depuis. Hein. Comment je travaille avec l'autre ? Et je voudrais finir en disant qu'on a tous en mémoire, il n'y a pas de modèle, on a tous en mémoire des enseignants inoubliables, qu'ils soient clowns ou au contraire introvertis et timides. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils soient créateurs du désir d'apprendre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je crée du désir. Je crée du désir d'apprendre. Et je finis simplement en citant Mérieux. Mérieux, il dit, ce qui est important, c'est 14h34, encore 30 secondes. Mérieux dit, l'école, ça sert à s'émanciper et à s'unir. Et je rajoute, à créer du plaisir. On n'a parlé que de malheur, enfin on a beaucoup parlé de malheur, d'exclusion, de tristesse, de dispositifs
difficile, souffrant, mais c'est pas que ça l'école. Skolé, en grec, ça veut dire loisir. L'école, c'est un lieu d'émancipation et de réunion. Merci beaucoup. 15 minutes. 15 minutes. Merci Claire-Lise pour cette belle histoire. Je retiens le plaisir, le désir d'apprendre, c'est fondamental, c'est tout par-delà. Je retiens aussi cette question de praxis qui me tient à cœur. L'action, tu parlais d'action, action pour la transformation. Donc merci encore. Les profs parlent toujours trop, c'est vrai, les chercheurs aussi. Mais nous avons à peu près, je pense, tenu le temps. Alors, il reste peut-être du temps pour les questions ? 10 minutes. Bon. Alors, 1 minute. 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Oui, on a pris, on s'est auto-octroyé, rappelons-nous, du temps pour nous présenter mutuellement. Mais voilà, le temps était tenu. Alors, on y va pour les questions. Alors, oui. Alors, merci beaucoup de ces interventions toutes passionnantes. Alors, ma question s'adresse à Christine, à gauche. C'est Christine, c'est vous, c'est ça? C'est vous? Voilà. En fait, j'ai identifié 2 pôles, c'est Babacar Faye. Donc, j'ai identifié 2 pôles dans votre intervention et il y en a un qui me manque un peu. C'est le pôle en fait qui a la racine psy et l'autre pôle qui a la racine socio. La racine psy est bien expliquée par vous à travers Lacan, à travers la notion de langage et pensée. Mais je pense qu'à partir du moment où on a un autre moi-même qui intervient, ce n'est plus la racine psy, mais la racine socio. Je voudrais juste savoir, est-ce que c'est parce que ce n'est pas nous qui avons créé la langue, il faut qu'on partage un code pour qu'on puisse parler, n'est-ce pas, entre nous. Donc la langue est quelque chose de social, ce n'est pas seulement quelque chose de réflexif. Je voudrais juste savoir si la notion de Bakhtin, la notion de dialogisme a une place dans vos travaux, en fait, parce qu'ils considèrent que quand moi, par exemple, moi, quand je parle, ça parle en moi. Et ça n'a rien à voir avec le ça de Lacan, mais c'est l'autre qui parle en moi, en fait. Donc, cette partie sociale-là me manque un peu. Est-ce que voilà, ce pôle-là a de l'importance dans vos travaux? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la question, elle est très pertinente. Je n'ai pas eu le temps de présenter ce champ-là. Mais bien évidemment, lorsque nous parlons pour exister en tant que sujet pour l'autre. Hein. Ce que je cherche dans la parole, et ça c'est encore Lacan, c'est la réponse de l'autre. Ce qui me constitue comme sujet, c'est ma question. D'accord ? Donc exister en tant que sujet pour l'autre, qu'est-ce que ça signifie dans le groupe, dans l'interaction, évidemment, dans notre étude de terrain avec Mathias, ce que nous avons observé, c'était le jeu des interactions des enfants entre eux, comment ils se positionnaient les uns par rapport aux autres, dans un ensemble qui était une communauté. Dans quelle mesure une communauté de langage peut faire unité? Qu'est-ce que signifie cet acte de fabulation collective auquel je tiens tant? Est-ce qu'il peut être vécu uniquement dans la langue maternelle ou dans la langue d'origine ou d'identification? Est-ce qu'il peut être vécu dans une langue d'emprunt? Est-ce qu'il peut être vécu en anglais, dans une lingua franca, qui reste un simple outil?
est-ce qu'elle peut remplir ce rôle de fabulation collective? Qu'est-ce que c'est que cette manière d'être aux langues? Quel objectif les politiques éducatives peuvent-elles viser par rapport à ça? Évidemment, je me positionne là d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue de l'interaction, Émile Benveniste. Qu'est-ce qui signifie en réalité faire groupe et être identitairement ensemble au sein d'une communauté, dans un discours commun? Qu'est-ce que c'est que cette ipséité narrative? Qu'est-ce qui fait qu'on peut participer à une sorte de fabulation historique, politique aussi, nous, les Français, nous, les Allemands, nous, les enfants de l'école maternelle qui apprenons l'allemand, nous, les Européens, nous, les chercheurs académiques, etc. Bien sûr, c'est fondamental. Merci. Oui. Alors moi, je voulais poser une question plus particulièrement à Madame Durand-Guerrier. Et avant de poser une question, en fait, je voulais vous remercier pour pour le travail que vous faites, que je découvre. Alors, je vais avec bonheur me plonger dedans, parce que tout simplement, dans le cadre du centre de formation et dans le cadre de la formation continue des enseignants, pour la prise en charge de la diversité linguistique au sein des établissements scolaires, n'est-ce pas? Et on a fait pas mal d'études et on s'est rendu compte que la question linguistique, en fait, concernait les profs de langue. Et dans les résultats de nos études, les profs de disciplines dites non linguistiques se sentaient très rarement concernés, en fait. Toutes les questions d'allophonie, mais pas seulement, aussi les difficultés linguistiques et langagières de manière générale. Donc c'est un fait, et c'est pour ça que je vous remercie, parce qu'ici on a quand même quelqu'un qui est spécialisé en didactique des mathématiques et qui s'intéresse à la question des langues, qui est pourtant tellement fondamentale, quelle que soit la matière, la discipline qu'on enseigne. Alors ma question c'était, quand est-ce que vous créez une association de professeurs de mathématiques qui s'intéressent aux langues, et peut-être pas que les profs de mathématiques d'ailleurs. La vérité, c'est qu'on a bien commencé à travailler dans la communauté de didactique des mathématiques. On a plusieurs groupes qui réfléchissent à ça. D'une part, au niveau national en France, on a un groupe qui s'appelle Plurimat, qui associe des chercheurs en didactique des maths et des chercheurs en didactique du français. Dans l'espace mathématique francophone, et en particulier dans les pays d'Afrique francophone dont on a entendu parler dans la première séance, il y a aussi une réflexion qui est menée. Alors, il y a besoin de connecter les communautés. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles je souhaitais être là. Aujourd'hui, il y a peu de lieux où vraiment il y a des communications entre chercheurs en didactique des langues et chercheurs en didactique des mathématiques, mais pour autant, la question du langage dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, c'est une question qui commence réellement à être prise en charge dans la communauté francophone. Elle est beaucoup plus développée dans la communauté anglophone qui travaille depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et donc, on essaye aussi d'apprendre de ce que nos collègues ont fait en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, etc., sur ces questions-là. Donc, oui, c'est des questions très importantes, mais on a besoin, alors il y a deux choses que je voudrais dire. On a besoin de lutter contre l'illusion de transparence du langage mathématique, et en particulier l'illusion qu'il n'y a pas d'ambiguïté en mathématiques. C'est ce que j'ai voulu vous montrer que ce n'est pas le cas. Et l'autre chose contre laquelle on a besoin de lutter, c'est que c'est important de comprendre que les difficultés des élèves, elles viennent de la discipline elle-même. C'est pour ça qu'on fait de la didactique de la discipline. Elles viennent de la discipline elle-même, que ces questions langagières sont réellement porteuses de difficultés pour les élèves qui ne sont souvent pas reconnus par les enseignants. Et alors, pour le coup, si vous voulez tuer le désir d'apprendre de quelqu'un, eh bien, vous faites en sorte que, alors qu'il pense avoir compris, il répond à côté. Et parce que vous n'identifiez pas qu'il n'a pas interprété la phrase comme vous l'avez donné, l'exemple des figures est tout à fait emblématique de ça. Si vous rejetez certaines figures parce que vous êtes fixé sur une des deux interprétations, vous allez mettre en échec des élèves qui n'étaient pas du tout en échec sur le plan mathématique. Donc il y a vraiment, et je pense que c'est très important, alors nous les mathématiques, vous le savez, c'est une discipline, vous faites une interview, un micro-trottoir dans la rue, non, moi je détestais les mathématiques, moi j'ai souffert en mathématiques, moi j'aime pas les mathématiques. Nous on souhaiterait
que les élèves puissent trouver l'appétence pour cette discipline, qui est une très belle discipline, dans laquelle il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de créativité, et où le langage joue un rôle beaucoup plus important que ce qu'on imagine d'habitude. Merci beaucoup Viviane. Alors, moi j'ai une petite question pour Viviane et une question pour Sylvie également. Alors Viviane, je pense que tu soulèves le problème des consignes en général. Donc là tu as parlé plus précisément des questions de grammaire, mais je pense que le lexique, donc je pense notamment à des mots qui ont posé problème en mathématiques. J'ai entendu des collègues raconter l'échec d'élèves parce qu'il y avait dans la consigne le commerçant fait une ristourne de tant de %. Et en fait, les élèves ont tous été en échec parce qu'ils ne connaissaient pas le mot ristourne. Donc je pense qu'au-delà de la grammaire, il y a aussi un vrai travail à faire sur le lexique. Et ma question, je voulais savoir si dans ton groupe, vous aviez travaillé sur les manuels et justement sur les échecs que ça peut engendrer aux élèves, sur les échecs qui peuvent être engendrés en raison de consignes mal rédigées. Alors, la première chose, je suis entièrement d'accord sur les questions de lexique. Simplement, ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, je parlais de grammaire, mais ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux questions de lexique. Mais voilà, disons que le lexique est plus travaillé que la grammaire pour les mathématiques. Il y a plus de travaux sur le lexique et depuis plus longtemps, mais les questions de lexique sont essentielles. Et d'ailleurs, dans ce que je n'ai pas pu vous présenter de l'évaluation nationale, il y a à la fois des questions de grammaire et des questions de lexique. Ça, c'est complètement évident. Après, effectivement, il y a aussi la question des manuels. Donc, en fait, le chantier est assez énorme. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et pour la question du plurilinguisme, eh bien, il faut travailler aussi avec les différentes langues. Et là, la question du lexique, Marianne nous l'a présenté l'autre jour, et même pour le lexique, c'est important d'associer des chercheurs, des linguistes, des chercheurs en didactique des langues et des chercheurs en didactique des mathématiques, parce que dans les choix lexicaux qui peuvent être faits dans une langue ou dans l'autre, la dimension culturelle va jouer un rôle, et cette dimension culturelle peut être regardée à la lumière des mathématiques, pour penser le vocabulaire mathématique. Donc ça, c'est une chose très importante. Et bien sûr, les manuels, c'est essentiel, mais voilà, c'est un chantier très important qui s'ouvre et sur lequel on souhaite continuer à travailler. Voilà, ça fait vraiment, il y a vraiment des domaines de recherche à développer en collaboration très importants. Merci beaucoup. J'ai une petite question pour Sylvie également. Merci beaucoup pour ta présentation qui était passionnante. Je voulais savoir si, après avoir amené tes étudiants à travailler sur leur biographie linguistique, il me semble que c'était des enseignants stagiaires, donc ils sont des classes. Est-ce que tu as vu, en faisant des observations de classe par la suite, un changement d'attitude par rapport à leurs propres élèves? Une réponse brève. Oui. Malheureusement, je ne les ai pas vus, je les ai vraiment interrogés et je n'ai pas eu l'occasion de les voir en contexte de classe, comment est-ce qu'ils le faisaient. Mais le fait de les avoir sensibilisés, de les avoir fait travailler aussi sur leur biographie langagière, donc ça, comment dirais-je, ça a suscité des choses qu'ils vont mettre en pratique, tu vois. C'était bref, assez. On peut... Merci. Est-ce que nous avons le temps pour une dernière question? Oui. Merci, oui. Je voulais aussi remercier Viviane Durand-Guerrier pour votre présentation. J'avais lu un article de vous, d'ailleurs, et de, je crois, Imed Benkilani sur la négation en français et en arabe il y a quelques années. Et je me demandais dans quelle mesure ce qui se passe au niveau, par exemple, des enseignements bilingues, ce que fait, par exemple, le travail que fait, par exemple, Laurent Gaillot en Suisse, qui réfléchit sur ces questions d'opacité, de saturation, etc., du discours, lorsque des matières sont enseignées à la fois dans deux langues. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ça et dans quelle mesure aussi le fait de former des enseignants en les formant peut-être au moins partiellement aussi dans une autre langue à leur discipline, ça ne pouvait pas aussi être
un moyen intéressant de les sensibiliser à ces questions. Voilà. Oui, alors moi, j'ai pas fait de recherche sur ce qui se passe dans les disciplines non linguistiques quand les mathématiques sont enseignées dans une langue autre que le français pour les disciplines non linguistiques. Il y a des travaux, hein, il y a eu une thèse qui a été faite à Bordeaux, qui était dirigée par Patrick Gibel et Isabelle Bloch sur cette question-là. Donc il y a des résultats dans cette thèse-là. Oui, ça apporte évidemment le fait d'avoir à réfléchir, c'est très riche. En fait, c'est très riche. Gérard Vergniaud, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce chercheur en psychologie cognitive, il explique bien que dans le processus de conceptualisation, les différentes représentations langagières et non langagières sont très importantes et on comprend bien que d'avoir plusieurs langues pour exprimer les idées qui sont contenues et qui sont attenantes à un concept, ça va être une richesse, ça va enrichir. Et puis aussi, quand on s'interroge sur comment exprimer dans une autre langue ce qu'on exprime dans sa propre langue, ça nous amène à re-questionner ce qui, pour nous semble totalement évident, c'est-à-dire cette fameuse pseudo-transparence, en fait, du langage mathématique. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Très bon mot de la fin. Excellent. Bon, voilà, on peut, voilà. Et je te laisse la parole. D'abord, merci aux intervenantes. Ah oui, merci aux intervenantes et au public. Voilà.